Manchester United tient son nouvel entraîneur par intérim, Ralf Rangnick. Et Ralf Rangnick, qui c'est? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'une des personnes les plus influentes dans le football mondial, même si c'est une personne encore assez méconnue. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Si votre équipe préférée c'est Manchester United, j'ai des choses à vous dire. Parce que United vient de nommer son nouvel entraîneur, il s'agit de Ralf Rangnick, un Allemand de 63 ans, et c'est vrai que c'était pas le premier choix parce que les dirigeants auraient bien voulu un Zidane, un Pochettino, on sait que Rudy Garcia et Ernesto Valverde ont également été sondés. Finalement, ce sera Rangnick, mais seulement pour 6 mois parce qu'il est intérimaire, et à l'issue de ces 6 mois, il aura un rôle dans le club, on ne sait pas encore trop lequel, consultant, conseiller, c'est un peu flou, c'est pas un rôle défini comme directeur sportif, mais il aura un rôle à United, et c'est vrai que tout ça c'est un peu bizarre, c'est pas très habituel, mais je suis très content, je suis très hypé, parce que Ralf Rangnick, c'est quelqu'un, c'est un monsieur. Avec Guardiola, il fait partie des personnes qui ont le plus d'influence dans le football qu'on voit tous les jours à la télévision. Rangnick, on pourrait dire que c'est le patriarche du nouveau football allemand. C'est un penseur, c'est un leader intellectuel. C'est un entraîneur aussi, c'est un bâtisseur de club, c'est un théoricien, c'est une personne qui, quand vous lui posez une question, peut vous répondre en 5 points. C'est une personne absolument passionnante à écouter et je vous propose qu'on revienne un peu sur qui est Ralf Rangnick. Et pour ça, il faut qu'on se plonge au siècle passé, dans les années 70, où Ralf Rangnick, il est encore joueur. On est en 1978, Ralf Rangnick, il a 20 ans et il étudie le sport à l'université. Il est dans une classe où il y a 20 garçons, 20 filles, et chaque personne a un background sportif. Et là, il se lie d'amitié avec une joueuse de volley qui joue dans des top clubs allemands à l'époque. Elle lui apprend un peu le volley, et il se rend compte qu'en comparaison du volley, le football a des années de retard. Des années de retard dans la cadence des entraînements, dans la façon de travailler le physique et dans la façon de travailler la tactique. Déjà, là, il émet des doutes à propos du système allemand de formation des entraîneurs. Il y a quelque chose qui le dérange pas mal. 5 ans plus tard, il a 25 ans et il est entraîneur-joueur en 6ème division allemande parce que sa carrière de joueur, elle n'a rien donné d'exceptionnel. Et un jour, en pré-saison, il se retrouve avec son équipe à affronter une équipe historique, l'une des plus grandes équipes de tous les temps, le Dynamo de Valérie Lobanovsky. Match de pré-saison, et Rangnick, sur le terrain, il pète des câbles. Rangnick, il comprend rien à sa vie, parce que c'est la première fois qu'il joue un match de football et qu'il se fait agresser de tous les côtés, la première fois qu'il a 0 seconde pour penser à ce qu'il va faire une fois qu'il a le ballon dans les pieds. Il dit, contre des grandes équipes, ok, on perdait tout le temps quand on jouait contre elles, mais au moins on avait un peu de temps pour mettre le pied sur le ballon, on avait 3-4 secondes pour penser, et là contre le Dynamo, 0, à tel point qu'il se demande à un moment donné s'il n'y a pas 13 ou 14 joueurs sur le terrain. Et pourquoi est-ce qu'il a cette sensation-là ? Parce que c'est la première fois de sa vie, et il va appeler ce moment un moment d'épiphanie footballistique, ça va changer sa vie, c'est la première fois de sa vie qu'il affronte une équipe qui va défendre avec comme référence non pas l'adversaire, mais le ballon. Ce que les joueurs du Dynamo y font, c'est pas un marquage individuel à l'heure de défendre comme ça se faisait à l'époque, c'est un pressing avec une orientation ballon, ça veut dire que toute l'équipe elle a un objectif, aller presser le porteur du ballon pour récupérer le ballon. Et ça, c'est complètement nouveau pour Rangnick, parce que lui, il est en Allemagne, et l'Allemagne, c'est le pays des 3 défenseurs, du marquage individuel, et bien sûr, du libéro. Et on est au pays de Franz Beckenbauer. Et du coup, comme il ne veut pas s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne, parce que selon lui, la fédération a 10 ans de retard, et que l'Allemagne, c'est le pays où on continue à marquer en individuel, il va devoir se tourner vers l'étranger. Là aussi, on fait un bond dans le temps de quelques années, et il va s'inspirer notamment du Milan, d'Arrigo Sacchi, qui va étudier grâce à des cassettes qui lui parvenaient de l'étranger, il va décortiquer comment tout ça s'articule. Chaque été, Lobanovsky et son Dynamo reviendront faire des stages dans la région et il sera chaque jour au bord du terrain avec un petit calepin pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain et comment Lobanovsky il entraîne ce pressing avec une orientation ballon. Il va aussi s'inspirer au gré d'une conversation qu'il aura avec Zeman. Bref, il y a sa philosophie footballistique qui commence à se former dans sa tête. Et un jour, il rencontre une personne qui s'appelle Helmut Groß, qui par chance
pensent comme lui, les deux ils débattent, ils parlent des heures de tactique, ça n'en finit plus et ils écriront des manuels, ça va être les premiers documents qui vont apporter une nouvelle pensée en Allemagne. Mais là, on a quand même déjà bien avancé dans le temps, on est à peu près dans les années 90 et le prochain épisode va nous situer en 1998 cette fois. Notre ami Ralf, avec le temps, il a une petite expérience intéressante dans les divisions inférieures du football allemand, surtout dans la région de Stuttgart, et en 1998, il est à la tête d'Ulm, qu'il a réussi à faire monter en deuxième division. Dans cette équipe-là, il y avait un certain Thomas Tuchel en tant que joueur, et Ulm, on commence à en parler, parce que c'est pas normal que cette équipe, elle soit en deuxième division, que les choses se passent aussi bien pour elle, et elle pratique un type de football assez nouveau. Et justement, comme c'est une équipe qui commence à faire parler, on l'invite dans les médias, on invite son plus grand représentant dans les médias, Ralf Rangnick, qui à la télévision publique allemande, dans un programme regardé dans tout le pays, va expliquer sa philosophie. Et regardez ce qu'il en ressort. Il explique que dans sa façon de défendre, on n'a pas une orientation qui est sur l'homme, mais une orientation qui est faite sur le ballon. Une orientation ballon, c'est le ballon qu'on doit chasser et pas l'adversaire, et c'est comme ça qu'on va défendre, qu'on va presser à la perte, le gegenpressing. Et bien pour cette explication-là, Ralf Rangnick, il va se faire défoncer. On va le traiter de professeur, on va le traiter de théoricien, d'autres termes extrêmement dépréciatifs. Thomas Tuchel dit, mais c'est complètement contre-culturel ça à l'époque. Il le dit, à l'époque, en tant que défenseur, ce qu'on nous enseignait, c'est être toujours derrière l'attaquant déjà, et le suivre partout, tout le temps, même s'il allait aux toilettes. Là, on change complètement de paradigme, on va vers l'avant, on défend vers l'avant, et ce qui nous importe, c'est plus notre homme, c'est plus notre adversaire, c'est plus l'attaquant, c'est le ballon, tout va être fait en fonction du ballon. Ça, c'est une révolution qui passe pas. Et Franz Beckenbauer, encore lui, va aller jusqu'à dire que les Allemands, ils sont pas faits pour défendre à 4 derrière. En Allemagne, on défend à 3. Et à l'époque, ça fait sens, parce que ça a toujours été comme ça en Allemagne. On a toujours fait comme ça. Et aujourd'hui, quand on voit ça, ça nous paraît assez risible. Les idées de Rangnick, avec le temps, elles se sont imposées. Il a gagné la bataille des idées, mais ça a été très difficile à l'époque, à tel point que ce passage à la télévision allemande, il va dire plus tard qu'il le regrette. Ça paraît fou, ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde défend avec des orientations ballon, sauf quelques entraîneurs, genre Bielsa, et pratiquement tout le monde défend avec des défenses à 4, et quand on défend avec des défenses à 3, une chose qu'on a vu de plus en plus ces dernières années, c'est plus du tout pour avoir un libéro à l'ancienne. On avance encore une fois dans le temps, et Rangnick, il va avoir de plus en plus d'expérience en tant qu'entraîneur à un très bon niveau, en première ou en deuxième division, à Stuttgart, et puis à Hanovre, où il va faire de son équipe une machine à marquer, et c'est une équipe qui notamment va priver le Mayence d'un certain Jürgen Klopp d'une promotion en première division. Il aura ensuite un passage à Schalke, un deuxième passage à Schalke 04, et il va faire demi-finale de Ligue des Champions. Vous vous rappelez peut-être cette demi-finale du Schalke de Raoul contre United. Et là, on peut croire que Rangnick, c'est bon, il y est arrivé et ça va devenir un entraîneur référence, mais non, parce que quelques mois après cette demi-finale, il démissionne, il était vraiment pas bien, il était en situation de burn-out, il le racontera par la suite. Et là, il passe un second plan dans le rôle pour lequel il est connu aujourd'hui, le rôle de bâtisseur de club, de développeur. Un jour, il y a un milliardaire qui s'appelle Dietmar Hopp, propriétaire d'Hoffenheim, qui l'approche et qui lui donne la mission de faire passer Hoffenheim, un club qui était à l'époque en 3e division, un club qui se situe dans un village de seulement 3260 habitants. Objectif, le faire passer de la D3 à la Bundesliga. Il a toutes les possibilités pour le faire, il a quasiment carte blanche, vous le savez, ça va être un succès, Hoffenheim va jouer en première division allemande, et puis quelques années plus tard, c'est le groupe Red Bull qui vient vers lui, en premier avec le projet Leipzig, faire passer le Rasenballsport des ligues inférieures, des ligues régionales à la première division, il va le faire, et il aura aussi des fonctions importantes au sein du groupe Red Bull, parce qu'à un moment donné, il sera directeur sportif de Leipzig et de Salzbourg, et un épisode assez incroyable lors de la saison 2015-2016, il faut trouver le candidat idéal pour être installé sur le banc de Leipzig, et le candidat idéal selon le directeur sportif Ralf Rangnick sera Ralf Rangnick lui-même. Il s'est autodésigné comme entraîneur, et quelques années plus tard, lorsque l'objectif c'est Nagelsmann, mais que Nagelsmann a encore une année de contrat avec Hoffenheim, Ralf Rangnick, qu'est-ce qu'il fait? Il va de nouveau se nommer entraîneur dans l'attente que Nagelsmann arrive l'année suivante.
Le groupe Red Bull, vous le connaissez, on en a beaucoup parlé, un groupe qui a une influence incroyable, et on peut ajouter comme ça que Haaland, Mané, Firmino, Timo Werner, ce sont tous des joueurs qui sont arrivés soit à Hoffenheim, soit dans le groupe Red Bull, quand Ralf Rangnick avait des responsabilités dans ces clubs-là. Avant de passer à la partie sur United, ce qu'on peut retenir, c'est que le football allemand d'aujourd'hui, le football qui a fait cette révolution dans les années 2000 et qui est devenu un pionnier, une référence, un modèle, il doit beaucoup à certains hommes, notamment Wolfgang Frank, notamment Helmut Groß, l'acolyte de Rangnick, et Rangnick lui-même. Ces noms-là, ils n'ont pas été si connus que ça à l'époque, mais les Thomas Tuchel, les Jürgen Klopp, les Nagelsmann ont eu du succès. Et ensuite, on s'est intéressé à ce qui se passait en Allemagne et on s'est rendu compte que par le passé, ils avaient été influencés par les idées de ces hommes-là. Vous avez par exemple ici la liste des entraîneurs ou des gens du monde du football qui ont travaillé sous Rangnick et Rangnick les a influencés. Franchement, l'école de Stuttgart, cette école-là, on voit une influence de l'école de Stuttgart sur tellement de pelouses autour du monde. Le football qu'on voit sous nos yeux est imprégné de ces idées-là, mais ces idées, il a bien fallu qu'elles émanent de quelques cerveaux, et il a bien fallu les imposer. Bref, Rangnick et ses acolytes, la guerre idéologique, ils l'ont gagnée, et à présent, il y a une autre guerre qui l'attend, c'est ce qui se passe à Manchester United, où il va avoir du travail. On va voir ça. Notre protagoniste du jour, il se définit lui-même comme un bâtisseur de club, et il dit que c'est là où il estime être le meilleur. Et de fait, sur les 10 dernières saisons, il a entraîné que 2 saisons. Ça veut dire quelque chose du rôle qui a été le sien toutes ces années. Là, jusqu'à il y a quelques jours, il était au Lokomotiv Moscou, et au Lokomotiv, il n'était pas entraîneur. Et ce rôle qu'il a eu à Hoffenheim, à Leipzig, à Salzbourg, c'est un rôle où il avait beaucoup de pouvoir, et il avait le pouvoir de faire partir des joueurs, de faire revenir des joueurs. Il avait vraiment la latitude de faire pas à peu près ce qu'il voulait, mais il avait une grande marge de manœuvre. Et à United, cette marge de manœuvre, il ne l'aura pas, parce que vous ne pouvez pas faire partir comme ça des joueurs de United pour des questions de contrat, pour des questions de salaire, parce que quand on est dans un grand club comme ça, c'est jamais facile de faire des révolutions, un terme que je ne supporte pas, de faire des purges comme ça. À United, les joueurs ont beaucoup plus de poids, ont beaucoup plus d'influence. Est-ce qu'il aura la marge de manœuvre nécessaire pour installer ses idées? Aussi, United, c'est un environnement qui n'est pas facile parce que tout le monde parle. Des anciens joueurs, des consultants, des journalistes, c'est pas l'environnement le plus facile, c'est pas Hoffenheim, c'est pas Leipzig, et c'est un environnement dans lequel c'est pas facile de construire un projet sur la durée. Ça fait combien de temps que United n'a pas de projet? Ça va faire 9 ans ou 8 ans depuis le départ de Ferguson, et est-ce qu'on peut bâtir un projet à United? Ça, c'est vraiment une question centrale, parce que si vous faites venir Rangnick, et c'est pas pour bâtir un projet, à quoi bon? Et si vous faites venir Rangnick et vous lui dites, ok, développe un projet, alors il faut en quelque sorte se soumettre à lui et le laisser piloter. Vous ne pouvez pas toujours tout remettre en question, et ça va prendre du temps. Et est-ce qu'à United, il y a les conditions requises, nécessaires pour construire? C'est pas évident. Surtout qu'encore une fois, il a ce rôle d'intérimaire, et puis ensuite un rôle dont on ne sait pas très bien de quoi il va retourner. Et puis une question qui est fondamentale aussi, c'est la question du mercato. Une grande partie de son travail au groupe Red Bull, c'était le développement de club, mais aussi développement de joueurs, des joueurs qui par la suite allaient être revendus beaucoup plus cher et allaient être de véritables cracks, les Haaland, les Werner, les Mané. Et pour ce faire, ils allaient voir à Leipzig des U14, des internationaux U14, des internationaux U15, des internationaux U16. On a beaucoup parlé à une époque aussi de cette fuite des talents français dans le groupe Red Bull. Ils étaient un petit peu plus âgés que des U16, mais on se concentrait sur de jeunes joueurs. À Hoffenheim, par exemple, c'était très rare, c'était un critère qui s'était fixé, de recruter des joueurs âgés de plus de 24 ans. Ça, United, c'est mort, ça n'existe pas, on ne va pas instaurer cette philosophie dans l'un des plus grands clubs du monde, et ça va le changer. Ça, c'est aussi une chose au sujet de laquelle on peut s'interroger, parce qu'il est trop fort, Rangnick, pour vous parler de détails, de comment on peut recruter les jeunes joueurs, de comment on doit s'effectuer le scouting. Il peut parler des heures là-dessus, mais à United, ça, c'est pas les choses qui vont être les plus importantes. Ça, c'est aussi un point qui peut prêter à interrogation, comme le point suivant concerne la gestion d'un effectif. Parce que Rangnick, si il a autant insisté sur les jeunes joueurs, j'imagine aussi que c'était parce que les jeunes joueurs, et ça plusieurs entraîneurs de cette philosophie-là le disent, c'est des joueurs plus faciles à manier et plus faciles à convaincre. Il dit une chose super intéressante, il dit que pour pouvoir demander à ses joueurs de ne pas reculer, de toujours presser, d'être toujours à fond, de toujours aller vers l'avant, il faut être en feu, on fire. Il le dit comme ça,
Et ça, il le reconnaît, c'est très exigeant d'un point de vue mental et physique. Et en parlant du physique, il a une phrase qui est brillante, c'est une des meilleures phrases que j'ai jamais entendues au sujet du football. Il dit « Le pressing, c'est comme être enceinte, c'est pas des choses qui peuvent se faire à moitié. » Et pour convaincre les joueurs d'être tout le temps à fond, il y a un gros travail qui doit se faire, parce qu'encore une fois, c'est hyper exigeant, c'est usant mentalement. Et il le dit, convaincre, c'est central. Et on imagine que c'est plus facile de convaincre des jeunes joueurs que de convaincre les Pogba, les Ronaldo, les stars de l'effectif de Manchester United. Surtout que Ralf Rangnick, il n'a pas 3 Ligues des Champions à son palmarès. Il a un palmarès qui compte, je crois, qu'un seul trophée majeur, c'est une Coupe d'Allemagne avec Schalke. Et là, je ne vais pas dire qu'on va se marrer, mais j'aimerais bien être une petite souris lors des entraînements de United pour voir comment il va convaincre tout ce monde de mettre en place sa philosophie footballistique, surtout que c'est quelqu'un, et ça tout le monde le dit, qui ne fait pas de compromis. Il ne veut pas déroger de son idée. Alors ok, on a dit ça au sujet de plein d'entraîneurs, et après ils arrivent dans des grands clubs et on est déçus parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais Ralf Rangnick, il va devoir vraiment trouver une façon de convaincre Ronaldo et compagnie d'aller presser, parce que sous Solskjaer, c'était une équipe horrible au pressing. Il n'y a rien qui fonctionnait. Vraiment rien qui fonctionnait. Tout ça, ça peut paraître assez noir comme tableau, et ce que je suis en train de dire, c'est pas que c'est voué à l'échec, pas du tout. Parce que Rangnick, je le répète, pour moi, c'est un grand monsieur, c'est vraiment quelqu'un. Ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il y a certaines choses qui vont pas de soi dans la nomination de Rangnick à United, et il y a certaines choses pour lesquelles on est en droit, je crois, d'avoir certains doutes, mais aussi d'avoir une excitation incroyable pour voir comment tout ça va fonctionner. Je disais dans un tweet que c'était très Pascal le grand frère qui va aller s'occuper d'un jeune qui fout rien de ses journées, parce que United, c'est un peu ça, et je suis impatient de voir ce redressement. Ok, il va y avoir pas mal de défis, certaines choses, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas si ça va être facile ou pas, mais c'est l'un des projets qui va durer que 6 mois malheureusement, mais les plus passionnants dans le football européen à l'heure actuelle. Franchement, je suis très très excité à l'heure de voir ça. Ça va être, j'espère en tout cas que ça va valoir le détour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que comme ça, vous connaissez un peu mieux le nouvel entraîneur des Red Devils. Et comme Juan Malillo à l'époque, au sujet duquel j'avais consacré une vidéo, il fait partie, Rangnick, de ces personnes influentes, mais qui ont été un peu dans l'ombre durant une grande partie de leur carrière, qui aujourd'hui sont enfin reconnues à leur juste valeur, et des personnes à qui on donne des opportunités dans des grands clubs. Et ce genre de parcours, c'est des beaux parcours, et ce genre de personnes-là, ces personnes hyper intéressantes, ces personnes captivantes, heureusement qu'elles existent dans le monde du football. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez mes vidéos, et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.